Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Dafrosa et Alain Gauthier. Bonjour. Vous traquez depuis 28 ans des génocidaires rwandais cachés en France. Vous êtes les fondateurs en 2001 du CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda a fait plus d'1 million de morts entre avril et juillet 1994. Des femmes et des enfants furent exterminés en 100 jours sur ordre du pouvoir Hutu. Il s'agit du dernier génocide du XXe siècle. La bande dessinée Rwanda, je la montre, à la poursuite des génocidaires de Thomas Riby et Damien Roudot, préfacée par Gaël Faye, relate votre travail d'enquête pour que justice soit rendue. Alors, votre vie, elle a basculé depuis ce génocide en 1994, mais pour mieux comprendre votre engagement, dites-nous d'abord comment vous vous êtes connu et quelle était votre vie avant le génocide. Avant le génocide, on a presque tendance à oublier en fait. Avant le génocide, c'était une vie ordinaire, d'une famille ordinaire, chez nous, avec 3 enfants, plus ou moins en bas âge, de 13 à 6 ans. Voilà, c'était notre vie, c'est presque métro boulot dodo, les enfants vont à l'école, on va au travail, on rentre, on assume le quotidien, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus et voilà, et c'était ça notre vie. Oui, en fait aussi, pour répondre à la question, comment on s'est connus, en fait, moi j'ai travaillé pendant 2 ans au Rwanda, en 1970, de 1970 à 1972, au titre de la coopération. À l'époque, à la place du service militaire, on pouvait faire 2 ans de coopération. Donc c'est là qu'on s'est un petit peu connus au Rwanda, mais qu'ensuite, en 1974, un ami commun, qui était le curé de la paroisse de Savé, où j'enseignais, eh bien, m'a fait savoir que Dafrosa venait lui rendre visite, alors qu'elle était réfugiée en Belgique. Donc j'ai fait le déplacement de mon Ardèche natale à la Loire, où habitait ce prêtre. Et voilà, il se trouve que 6 mois après, on s'est revus et notre histoire a commencé là. Et vous êtes mariés en 77. Et on s'est mariés en 1977. Dafrosa, vous avez dû quitter avec votre sœur le Rwanda en 1973, à l'âge de 18 ans. Votre mère vous a convaincu de partir pour échapper au massacre qui avait déjà lieu à l'époque. Comment êtes-vous arrivée en France ? Oui, si je reviens un petit peu en arrière, oui, j'ai quitté le Rwanda en 73, au moment même où il y avait ces pogroms qui de nouveau étaient contre les Tutsis, entre cette fois-ci en 73, c'était les étudiants qui étaient ciblés, et les collégiens, les universitaires, et aussi des employés du secteur public comme du secteur privé, puisqu'il y a des commerçants qui ont fui avec nous, il y a des profs, il y a vraiment tous les corps de métier. On a l'impression que c'était vraiment toute la classe intellectuelle qui était ciblée. Donc, je suis partie, évidemment, au Burundi, parce que j'habite le sud, on est tout près de la frontière avec le Burundi. Généralement, on fuit au Rwanda, on fuyait dans le pays limitrophe, parce qu'on est entouré de 4 pays. Si on est à l'ouest, on va au Zaïre à l'époque, au sud, on va au Congo, à l'est, on va en Tanzanie, au nord, on va en Ouganda. Voilà, c'est vraiment, on choisit le plus proche pour fuir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, arrivant au Burundi avec ma sœur, là, il y a plusieurs épisodes, on n'a pas le temps de relater tout ça. J'ai mon frère aîné qui était déjà réfugié en Belgique et qui a pu me faire venir et j'ai pu continuer un petit peu ma vie, une autre vie. Et 77, ça a été notre mariage, encore une autre vie. Voilà, j'ai vécu plusieurs vies. Alain, vous pensiez initialement devenir prêtre et en fait, vous êtes devenu enseignant. Et donc, vous avez fondé une famille avec Dafrosa et vous avez eu 3 enfants.
tout allait bien à Reims, là où vous vivez, mais vous étiez inquiet quand même de la situation au Rwanda où le pays qui était déjà miné par le conflit, Dafrosa vient de le dire, entre Tutsi et Hutu, avec déjà plusieurs épisodes de violence paroxystique. Oui, effectivement, le génocide n'a pas été le premier événement qui concerne l'extermination des Tutsis. Il y avait déjà eu 1963, 1969, enfin toutes les années 60, disons. Mais surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est à partir de 1990, le 1er octobre 1990, quand le FPR, le Front patriotique rwandais, qui s'était constitué en Ouganda, est constitué essentiellement d'anciens réfugiés Tutsis qui demandaient à revenir au pays. Et comme le président Habyarimana tergiversait, ne voulait pas, disons qu'il n'y avait pas de place, donc le FPR a attaqué par le nord, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé véritablement à s'inquiéter de la situation au Rwanda, parce qu'on savait bien que nos familles qui étaient là, les Tutsis qui étaient dans le pays depuis toujours, allaient subir les conséquences de ces attaques. Et donc, pendant de 90 à 94, eh bien, on a suivi les événements, assez souvent avec angoisse, même s'il y a eu, par exemple, le 4 août 93, les accords d'Arusha, qui semblaient mettre un point final à cette guerre civile. Mais en fait, il n'en était rien parce que le pouvoir Hutu à cette époque-là, surtout les extrémistes Hutus, ne voulaient pas de ces accords. Et donc, ces accords dits de paix. C'était des accords de paix qui permettaient au FPR de prendre leur place dans l'armée, dans la société. Mais tous ceux qui étaient dans l'entourage du président Habyarimana, mais les grands extrémistes, ne voulaient pas de ces accords. Ils ont fait traîner jusqu'à ce que, le 6 avril 1994 au soir, l'avion du président Habyarimana, qui revenait enfin d'accepter les accords, il revenait Dar es Salaam, son avion est abattu au-dessus de sa résidence, et à ce moment-là, immédiatement, les massacres ont commencé. Et le génocide commence. Mais la responsabilité de l'Allemagne et de la Belgique sur l'origine du conflit entre Hutu et Tutsi, elle est très importante, hein ? Oui, bien sûr. On ne peut pas ne pas penser à toute la période coloniale. Parce que l'Allemagne n'est pas restée très longtemps au Rwanda, puisque dès la fin de la Première Guerre mondiale, elle perd toutes ses colonies. Et donc, à partir de ce moment-là, le Rwanda est remis sous tutelle, est remis à la Belgique, qui possédait le Congo voisin. Et donc, quand les Belges sont arrivés, ils ont commencé par favoriser le pouvoir qui était en place. Il y avait un roi, Tutsi, et donc, ils ont tout fait pour se mettre du côté des Tutsis. Ils ont joué les Tutsis contre les Hutus au début, en quelque sorte, on peut dire ça, avant d'inverser l'alliance. Voilà, ils ont joué, ils ont favorisé les Tutsis qui étaient déjà au pouvoir et qui étaient minoritaires dans le pays. Ensuite, il y a eu en 1931 la carte d'identité ethnique. La fameuse carte d'identité ethnique qui a beaucoup servi pendant le génocide, puisque aux barrières, il suffisait de montrer sa carte pour se faire exécuter si on était Tutsi. Et puis, fin des années 50, en 1959, la révolution qui va mettre au pouvoir les Hutus. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que à la fois l'Église catholique et le colon belge va changer son fusil d'épaule et dire, puisque les Hutus sont majoritaires, on va leur permettre d'acquérir le pouvoir. Mais l'Allemagne, elle a quand même introduit historiquement la notion pseudo-scientifique de race et la notion de hiérarchie des races. Dafrosa, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette responsabilité historique ? C'est-à-dire que quand l'Allemagne était au Rwanda, c'est vrai que ça ne se ressentait pas. Ce que vous dites est vrai. Les essais qui ont été faits sur des peuples d'Afrique australe, il y a eu un génocide des héros en vrai. Il a été commis par des nazis. En Namibie, il a été commis par des nazis allemands, on peut le dire. Et c'est vrai que en revenant en arrière, on peut se dire, tiens,
Est-ce que l'Allemagne, si elle avait continué à coloniser le Rwanda, qu'est-ce qui se serait passé? Mais ça, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que cette hiérarchie dont vous parlez, ça ne s'est pas, je pense, senti en ce moment-là. Mais de toute façon, l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale l'a montré. Dafrosa, un mois avant le génocide, vous vous rendez au Rwanda. Votre mère voulait vous voir, mais vous avez dû écourter votre séjour. C'est la dernière fois que vous avez vu votre mère. L'ensemble de votre famille a été tué. Vous dites, mon pays est devenu un cimetière. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler de soi. Ça paraît un peu égoïste quand on voit les dégâts qui ont eu lieu, quand on voit comment le génocide a détruit toute une nation, tout un pays, a détruit les familles, a détruit tout. En fait, le génocide, c'est quelque chose qui balaye tout, qui ne vous laisse même pas de souvenirs, en fait. C'est fait pour ça. Donc, en 94, je revois maman, je revois une toute petite partie de ma famille parce que je suis restée cantonnée à Kigali. On ne pouvait plus voyager dans le pays. J'aurais bien voulu me rendre dans le sud chez ma mère. Elle était déjà bloquée à Kigali, donc ça allait très 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 mal. Bien sûr, je ne les reverrai plus, je ne les reverrai pas. C'est toujours difficile oui, c'est pas très difficile d'en parler, mais c'est toujours difficile d'imaginer, en fait. Il est très difficile, on n'imagine pas un génocide quand il n'a pas eu lieu. Et même quand il a eu lieu, on a beaucoup de mal à l'imaginer parce que on se dit toujours, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Alors que oui, pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Votre mère, elle a été tuée? Oui, ma mère, elle a été tuée. Elle a eu beaucoup de chance. Certains diront qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle a été tuée le 2e jour du génocide. En fait, elle n'a rien vu. Hein. Il y a des gens qui ont agonisé pendant 3 mois, qui ont été tués tout à la fin. Toute une partie de la famille que j'ai vue en ce moment-là, ils sont morts. Ils ont été assassinés en juin. Ils ont tout vécu, toute la souffrance, tout ce qu'on peut imaginer, ne pas imaginer d'ailleurs, parce que c'est inimaginable. Donc voilà, ceux qui ont été assassinés dès le début du génocide, vous dites qu'ils ont eu de la chance. On peut dire qu'ils ont eu de la chance, je vous assure, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'apercevoir de tout ce que les autres ont vécu, la torture, la faim, les cris, la peur, les viols. Non, mais c'est une abomination, en fait, le génocide. Donc, ceux qui sont partis très vite, c'est une chance quelque part. Votre sœur, par exemple, elle était enceinte? Non, ma sœur, elle n'est pas rentrée, elle est décédée au Burundi. Ouais, voilà, c'est une autre histoire. Mais là, l'histoire du génocide, elle est toujours difficile à raconter. J'ai toujours du mal, de toute façon, déjà à parler de moi parce que je trouve qu'il y a eu tellement de dégâts, il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, de veufs, beaucoup de souffrances. Des gens, le génocide, il continue même aujourd'hui. Les gens le portent dans leur souffrance, dans leur trauma, dans leur cauchemar, dans leur pauvreté, puisque le génocide leur a tout pris, en quelque sorte. Et moi, j'ai de la famille. Après tout ça, donc c'est toujours très délicat, hein, malgré ce qui a été fait, ce qui a été commis. Moi, je vis, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et la vie continue malgré tout, et ce qui donne certainement la force du combat. Alain, vous dites un génocide, on n'en guérit jamais. Oui, effectivement. Un génocide, alors comme dit Dafrosa, c'est pas notre petite personne qui est importante dans tout ça. Nous, oui, mais la voix personnelle, ça fait pressentir ce qui s'est passé. Effectivement, on n'en guérit jamais. Je dirais même nous, à notre niveau, je pense qu'on est atteint.
le fait de perdre plus d'une centaine de personnes en 3 mois dans sa famille, et puis de voir l'état dans lequel sont aujourd'hui les rescapés qu'on fréquente très souvent, hein, puisque quand on va au Rwanda, c'est essentiellement des rescapés qu'on rencontre pour pouvoir travailler pour la justice. Mais non seulement on n'en guérit jamais, mais c'est un mal qui se transmet, intergénérationnel. Il faut être très, très vigilant, très prudent par rapport à nos enfants, que nous, on a élevés pratiquement dans le génocide. Hein. Depuis que le génocide a eu lieu, nous n'avons pas passé une journée sans parler du génocide. Donc, je pense que inconsciemment, on a transmis peut-être même ce traumatisme à nos enfants, et ça peut aller jusqu'à nos petits-enfants et plus tard encore. Hein. On sait que le traumatisme... Ça a été prouvé par des scientifiques américains. Prouvé, voilà. Hein. Donc, effectivement, on ne guérit pas d'un génocide. Comme tout génocide, il a été préparé, organisé, de haut en bas. La population a été galvanisée, notamment par la radio des 1000 collines, qui traitait les Tutsis de cafards à éliminer. Ce génocide a été d'une barbarie inouïe, massif, plus d'1 million de morts en 4 mois. Mais les églises, elles n'ont pas servi de refuge. Non, hélas, dans mon jeune temps, quand j'étais petite, moi j'ai été sauvée dans une église. Je me suis réfugiée à l'église de Kibeho où on habitait à l'époque, avec ma mère, avec ma famille, avec ma sœur et des proches, beaucoup. On a pu être sauvés parce que les miliciens n'entraient jamais, ne franchissaient pas la porte de l'église. Mais 94, je crois qu'ils avaient peut-être tout compris. Les églises ont servi de pièges, d'abattoirs, de pièges, de regroupements, de mise à mort, de lieux où on a capturé, on a laissé rentrer, on leur a dit allez-y, on va tous vous protéger au même endroit, on vous envoie des gendarmes, on vous envoie des militaires, mais bien sûr, c'était un piège. Donc tout le monde est rentré, mais il en est sorti très peu. Quand vous parlez des milices, c'est les milices Interahamwe? C'est ça, les miliciens. À l'époque, ça s'appelait pas des Interahamwe, mais en 94, oui, c'était des Interahamwe. C'était ces miliciens, ils portaient ce nom-là, des Interahamwe. Et donc, dans ces abattoirs qui étaient les églises, est-ce qu'il y avait des incendies? Qu'est-ce qu'on a pu retrouver comme traces, ou c'est le néant derrière? C'est vraiment de plusieurs façons. Il y a des églises qui ont été brûlées. On a brûlé des réfugiés. Je me souviens dans un des procès, le procès de l'Est, le procès de Kabarondo, il y a eu deux personnes, enfin 2 mères qui ont été condamnées de l'Est à un endroit qui s'appelle Kabarondo. Oui, l'église a été brûlée, le toit, la toiture est tombée sur les réfugiés. À Kibeho aussi. À Kibeho, l'église dont je vous parle, où j'ai vécu, j'ai été baptisée, où j'ai été confirmée quand j'étais petite. L'église où moi j'ai été sauvée, cette église-là, il n'y a pas vraiment eu de survivants. Vraiment, l'église a été toute la charpente a brûlé et d'ailleurs on a failli raser cette église, sauf que les rescapés n'ont pas voulu, ils ont vraiment lutté pour qu'on puisse réparer et que ça reste et qu'il y ait des traces, Mais il y a un autre exemple, par contre, à Nyangé, le prêtre a fait écraser l'église à l'aide d'un caterpillar, c'est-à-dire que tous les chrétiens étaient rassemblés là, dans l'église, et à l'aide d'un caterpillar, ils ont fait tomber toute l'église. Ils ont écrasé sur les gens. Bon, ce prêtre a été jugé, il est en prison, il a été jugé par le TPIR, mais voilà un autre exemple, si vous voulez, d'extermination. Hein. Le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, le gouvernement français de François Mitterrand a soutenu politiquement, économiquement et militairement le régime Hutu.
17 ans après le génocide, le chef de l'État, Emmanuel Macron, suite au rapport Duclerc, a reconnu officiellement la responsabilité lourde et accablante de la France. Pourquoi a-t-il fallu aussi longtemps? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Il a fallu beaucoup de temps parce que le génocide s'est passé au moment de la cohabitation. En 94, la gauche et la droite étaient au pouvoir. On avait Monsieur Mitterrand comme président et on avait la droite de Monsieur Balladur au pouvoir. Donc, si vous voulez, dans la mesure où cet événement horrible s'est passé alors que les responsables politiques de tous bords étaient là et ont regardé faire et n'ont rien fait. Je pense que les deux parties portent cet héritage-là, qu'on le veuille ou non. Et le fait même qu'il ne s'est rien passé, que le Rwanda est resté quelque chose de tabou, nous-mêmes, nous les militants, on nous appelait, on est des fous en fait. Jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était des anti-France, on était je ne sais pas comment dire. Oui, on était des anti-France. On disait du mal de la France, etc. Tout ça n'avait pas eu lieu. La France a fait, vous vous rendez compte, a fait son possible. Il y a eu Turquoise, on a sauvé des Tutsis, etc. L'opération Turquoise qui était présentée comme humanitaire. Oui, c'est ça. Alors que c'est qui a permis d'exfiltrer les génocidaires. Voilà, d'exfiltrer les génocidaires et de faire circuler encore des armes et encore des armes qui sévissent encore aujourd'hui. On n'en parlera pas, mais à l'est du Congo, les restes des combattants, les ex-FAR, les ex-forces armées rwandaises, sévissent encore dans l'est de la RDC. Ça, voilà, c'est encore les conséquences du génocide des Tutsis. Cette partie que nous vivons encore aujourd'hui et que le monde vit encore aujourd'hui. Non, pour vous dire, alors je pense que c'est comme un secret bien gardé, vous savez. Les secrets d'État, c'est les pires pour moi. C'est ce dont on souffre énormément quand on voit ce qui a été commis au Rwanda et on voit les responsabilités de beaucoup de pays, dont la France. Il y a eu les Nations Unies, il y a eu la Belgique. Bon, ils ont au moins présenter des excuses, on va dire ça comme ça. Au moins, ils ont reconnu qu'ils ont fauté quelque part. Mais la France a toujours tenu la tête haute en disant non, nous on a fait que du bien au Rwanda, voilà, on a agi dans le cadre des accords de la coopération, etc., etc. Ils ont vraiment un peu enfumé les Français, tous ces hommes politiques-là, jusqu'à l'avènement de M. Macron, du président Macron, qui a quand même voulu faire une lumière sur le plan mémoriel et on ne peut que le remercier de ce point de vue-là. Mais le rapport Duclerc nous a permis quand même d'aller au-delà maintenant, parce que des responsabilités lourdes et accablantes, ça n'implique pas de complicité. Or, nous, on veut et on se bat actuellement, puisqu'on a fait un recours auprès du tribunal administratif et du Conseil d'État pour faire condamner la France pour complicité de génocide. Et puis, tout récemment, il y a quelque temps déjà, on a porté plainte, par exemple, avec l'association Sherpa contre la banque BNP Paribas, qui a financé l'achat d'armes. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois, on va déposer une plainte également contre la Banque de France, qui, elle aussi, a financé, alors qu'il y avait un embargo, en mode mai 94, il y avait un embargo sur les armes, eh bien, la Banque de France a permis des transferts d'argent avec la Banque nationale du Rwanda pour acheter des armes. Et donc, on dépose la plainte, je crois, aujourd'hui. Mais j'ajouterais quand même quelque chose sur votre question. Une fois pour toutes, la France est sortie du déni. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, là aujourd'hui, on peut en parler, on peut le dire sans se cacher, on peut le dire à un micro que vous nous tendez, on peut dire, voilà, nous sommes sortis du déni français et ça nous permet de respirer et ça nous permet, et on le sent,
Et la France a même facilité la fuite, on le disait tout à l'heure, de nombreux génocidaires vers d'autres pays. Entre 200 et 400 génocidaires vivaient paisiblement en France, jusqu'à votre engagement pour que justice soit rendue. Vous dites, ça ne devrait pas être à nous de faire ce travail. Oui, effectivement, parce que nous, on est des citoyens tout à fait ordinaires. Il se trouve qu'on a pris l'engagement un jour comme ça, peut-être un peu à la légère, sans savoir où ça allait nous conduire, de se mettre à essayer de traduire en justice ces personnes-là. Mais normalement, c'est l'État français qui a accueilli ces personnes, qui leur a donné le statut de réfugié politique, qui leur a donné des titres de séjour, qui les a naturalisés français. Normalement, ce travail-là aurait dû être fait par les responsables, directement par la justice elle-même. Vous voyez, il a fallu attendre quand même 2019 pour que le parquet se décide à ouvrir des informations judiciaires contre des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. C'est-à-dire que entre 1994, pour nous c'est 2001, puisque on s'est engagé en 2001, mais entre 2001 et 2019, notre association a été la seule à déposer des plaintes. Donc avec en amont tout ce qu'on peut supposer de travail pour préparer des plaintes. Puisqu'on en a déposé presque une quarantaine, mais on s'est engagé, maintenant on ne peut plus reculer. Vous allez jusqu'au bout. Vous avez porté plainte en justice. Les preuves individuelles, elles sont difficiles à obtenir, car elles reposent essentiellement sur les témoignages qu'il vous a fallu recueillir. Et il faut retrouver les survivants, qu'ils racontent les horreurs qu'ils ont vécues. Mais les témoignages, ça vous fait revivre également ces massacres. Est-ce que vous n'avez pas été parfois tenté d'abandonner ? Vous savez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est la seule matérialité qu'on a pour la justice. C'est ces paroles-là qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller décrocher. Il y a très 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 peu de documents administratifs pour pouvoir faire condamner ces génocidaires qu'on poursuit. Donc, si on veut rassembler la preuve, parce que c'est la preuve qu'il faut pour faire condamner quelqu'un, il faut cette parole, on recueille d'ailleurs de deux côtés la parole du rescapé, la parole du tueur, de son tueur, carrément. Donc voilà, oui, c'est pas facile, je peux pas dire que c'est facile, vraiment. Mais il est plus difficile quand même de recueillir la parole du tueur, enfin, ce qui me concerne, que celle du rescapé, parce qu'on est quand même dans l'empathie, oui, c'est difficile, mais le rescapé le vit, et si on veut venir jusqu'à décrocher la justice, parce que c'est un Graal, n'est-ce pas? Oui, il faut passer par là, hélas. Et vos enquêtes ont mené à l'ouverture de procès. Seulement 8 personnes ont été jugées en plus de 30 ans sur 35 plaintes déposées par le CPCR, donc le collectif des parties civiles pour le Rwanda. La justice française, elle manque de moyens, mais est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce que vous sentez une évolution? Oui, bien évidemment. On est bien obligé de reconnaître qu'il y a eu une évolution. Mais le temps perdu ne se rattrapera jamais. Le premier procès contre une personne contre laquelle on avait déposé plainte, Pascal Simbikangwa, un militaire, n'a eu lieu qu'en 2014. Bon, chaque procès donne, en tout cas jusqu'à maintenant, est suivi d'un appel, puisque tous les condamnés, jusqu'à maintenant, font appel. Ils se déclarent tous innocents. Malgré les centaines de témoignages qui les accablent, ils sont innocents et ils font appel. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, le président Macron, par exemple, a dit qu'il y aurait au moins 2 procès par an contre des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. Mais 2 procès par an, qu'est-ce que c'est par rapport à tous les dossiers qui dorment encore sur le bureau des juges d'instruction? L'année prochaine, on a 3 procès, en 2026, donc l'année est complète pour nous. Il y aura 2 procès en appel, un en février, un autre au mois de juin, et puis au mois de novembre, un procès en première instance. Mais ça n'avance que très peu, puisque ça ne fait qu'une personne supplémentaire, M. Safari, qui va être jugé en novembre. Vous voyez ?
euh, euh, la cour d'assises de Paris, il y a beaucoup de procès qui se déroulent dans cette cour d'assises. C'est très difficile de mettre des procès concernant le génocide des Tutsis dans le calendrier de la cour du palais de justice à Paris. Hein. Donc, à ce rythme-là, de toute façon, à ce rythme-là, un certain nombre de personnes contre lesquelles on a déposé des plaintes ne seront jamais jugées. Sans compter ceux qui sont déjà décédés sans avoir été jugés, il y en a au moins 3 ou 4. Il y aura un certain nombre de non-lieux qui sont prononcés, il y en a déjà au moins eu 5 non-lieux. Donc ce sont des gens qui ne seront pas jugés parce que les juges d'instruction ont estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour être jugés. Et puis, vous avez évoqué le manque d'argent de la justice. Effectivement, c'est un handicap considérable. Mais je le répète, et ça, on n'arrête pas de le dire, le temps perdu ne se rattrapera jamais. Et qu'est-ce qui peut reconstruire des rescapés si ce n'est la justice ? La réparation. La réparation. Vous dites que pas une journée, depuis le génocide, vous n'avez pas une journée sans en avoir parlé avec vos enfants, vos proches. Donc vous consacrez votre vie entière à ce combat. Ça a des répercussions dans votre vie quotidienne, j'imagine, vos enfants, vos amis. Vous n'arrivez donc pas à parler d'autre chose ? Vous arrivez à penser quand même à autre chose ? On parle d'autre chose. Oui, bien sûr, mais il faut vraiment dire que ces dossiers, c'est un temps plein. Quand je dis un temps plein, c'est comme aller travailler le matin, rentrer le soir. Quand vous plongez dans un dossier, vous plongez dedans et il y a beaucoup, beaucoup à faire. Il y a de A à Z, même après le procès, il y a le service après-vente. Donc, c'est vraiment ravageur et c'est, je sais pas comment dire, c'est chronophage. Voilà, et c'est très difficile quand on n'est pas dedans, on ne peut pas voir en fait ce qui se passe. C'est énorme. Un dossier de justice, pour un avocat, c'est sûr, c'est énorme, mais pour des petites mains que nous sommes, qui sommes rien du tout, des gens qui se sont improvisés enquêteurs sans être des enquêteurs, on s'est autoproclamé enquêteur, on va dire ça comme ça. Oui, petite main de la justice, mais c'est un dossier, c'est énorme. Et là, quand on voit les 3 procès qui arrivent, 1 mois à la cour d'assises ou 1 mois et demi, plus le mois de préparation avant, plus des années de préparation en amont, comment voulez-vous qu'il nous reste tellement beaucoup de place dans notre journée ou dans notre semaine? C'est très difficile. Je vous assure que c'est très difficile. Depuis que les procès ont commencé, c'est une espèce de marathon qui se termine pas, en fait. Oui. Notre vie se partage, je dirais, en trois. Bon, il y a une partie à la maison pendant laquelle on travaille sur les dossiers, une partie au Rwanda, parce que vous y retournez régulièrement. On y retourne 3, 4, parfois 5 fois par an au Rwanda pour aller rencontrer des témoins. Et puis, il y a ce qu'on dit aussi, la 3e étape, dans notre résidence secondaire, qui est le palais de justice de Paris, où on passe aussi un temps considérable. Oui. Donc l'année prochaine, le premier procès c'est 1 mois, l'autre 1 mois et demi, l'autre peut-être encore 1 mois et demi. Vous voyez, voilà. Donc il nous reste très peu de temps. Au moment des vacances d'été, on arrive quand même à essayer de regrouper nos enfants, nos petits-enfants, pour pouvoir partager quand même un peu de détente avec eux. C'est important. Là, pour les fêtes de Noël, par exemple, on sera tous réunis, même nos enfants qui habitent à Kigali. Vont venir. Donc voilà, on va passer de 2 à 12 à la maison. Mais on a quand même un petit peu de temps pour nous. Mais c'est vrai que alors, le quotidien, il est lourd. Voilà, on peut dire ça. Et en plus, comme vous ça. avez reçu des menaces, non, sur les réseaux sociaux ? Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, il ne faut pas regarder, en fait. Alain, il regarde plus que moi. C'est plus des insultes que des véritables menaces, mais effectivement, tout récemment, quand même. Voilà. Mais par exemple, là, pendant le dernier procès, il y a quelqu'un qui a ouvert, comment ça s'appelle Oui, un fundraising pour poursuivre en justice les Gautier et le collectif des parties civiles. Voilà. Donc, il y a une cagnotte qui est ouverte actuellement. Là, je ne vais pas faire de la publicité. Mais il y a une cagnotte qui est ouverte pour collecter de l'argent pour nous poursuivre en justice. Voilà. Bon. Évidemment, on a déposé plainte depuis. Oui. Mais bon,
Voilà. Tous les deux, vous étiez des catholiques pratiquants. Est-ce qu'après ce génocide, vous croyez toujours en Dieu? Je pense qu'il faut séparer peut-être la pratique et la foi, hein, peut-être, sans doute, hein. La pratique religieuse, on voit ce que ça a donné au Rwanda, par exemple, hein, pas dans mon point de vue, hein. Les catéchistes ont tué pas leurs élèves, mais un peu Mais pour en revenir à nous, effectivement. Vous dites que nous question, sommes devenus des croyants indépendants. Oui, mais voilà, effectivement, moi, ça n'a rien changé par rapport à ma foi personnelle, même si les doutes existent, la mort qui est quand même aussi très présente, on arrive quand même à la fin de notre existence. On a plus... Oui, mais enfin, non, il faut le reconnaître quand même. Vous voyez. Donc, personnellement, je parle pour moi, ma foi est restée intacte. Mais effectivement, on a pris nos distances par rapport à l'Église, parce que effectivement, on estime que l'Église, alors celle du Rwanda, mais aussi celle d'ailleurs, qui parfois ne veut pas trop nous écouter, a joué un rôle quand même très néfaste dans le génocide des Tutsis. L'Église, la hiérarchie catholique au Rwanda, quand on voit que l'ancien archevêque de Kigali était membre du parti d'Abiyalimana, bon, voilà, et puis il y a des prêtres qui ont participé au génocide. Il y a eu beaucoup de prêtres tués, beaucoup de religieuses tuées, mais il y en a d'autres qui ont participé au génocide. Oui, les religieux, ils ont été tués en tant que Tutsis, en fait. Oui, bien sûr. N'ont pas été tués parce qu'ils étaient religieux. Il y a des prêtres, il y a des prêtres en prison aujourd'hui au Rwanda qui ont commis le génocide. Donc, vous voyez, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'eux, ils ont compris? Je n'en sais rien, je ne cherche même pas à savoir. Quand on voit déjà, Alain parlait de la hiérarchie catholique, et quand on voit quand même que le génocide a été commis pendant 3 mois dans un silence assourdissant, est-ce qu'on a entendu vraiment des hommes d'église s'indigner, se dire stop? Vous voyez ce qui se passe. Il y a une minorité qui est en train d'être tuée, d'être dépecée de la manière la pire. Hein, la pire, je ne sais pas, enfin, les horreurs, il y en a encore là au moment où on parle. Mais c'est pour dire que l'Église de France, est-ce qu'on a entendu quelque chose? Non. En fait, des églises, c'est comme des institutions politiques pour moi. Je trouve que ça... Bon, le pape Jean-Paul II a été un des premiers quand même à évoquer le génocide au Rwanda. Mais bon, moi je pense surtout à l'église locale, l'église du Rwanda. Hein, l'église a failli. Mais qui a été divisée en deux, à la fois des tueurs et puis beaucoup de victimes. Le Rwanda était un pays qui était quand même très christianisé. Donc parmi les victimes, il y a beaucoup de chrétiens. Oui, parce mais que ce sont des chrétiens qui ont tué d'autres chrétiens aussi, voilà, c'est compliqué. Mais, oui, voilà, mais nous on en est là aujourd'hui avec ça, on vit avec, voilà, ça fait partie nous aussi de notre existence. Moi ça ne me perturbe pas outre mesure parce que je crois que j'ai compris depuis toujours que l'église du Rwanda était d'abord politisée avant d'être l'église de Dieu, si on peut dire ça comme ça. En fait, la politique primait sur la foi, la politique, l'ethnisme, l'ethnisation, tout ça primait sur tout ce qu'on peut appeler l'humanité, hein, l'autre qui est mon égal, etc. Donc tout ça, je crois qu'une fois qu'on a compris ça, une pratique religieuse, chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut, mais en tout cas l'Église en tant qu'institution, pour moi, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. En octobre 2021, vous écriviez sur le mur du mémorial rwandais « Ne jamais oublier que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles ». Et vous dites dans la bande dessinée « Nous faisons nôtre cette expression de Simon Wiesenthal, nous travaillons sans haine ni vengeance ». Et c'est indispensable. C'est indispensable parce que la haine,
ça tout le monde le sait, mais la haine ne détruit que celui qui l'éprouve. La haine n'atteint pas la personne que vous détestez. Donc, on a fait effectivement, et on fait individuellement, nous, on a repris ce thème de Simon Wiesenthal, sans haine ni vengeance. La vengeance ne nous anime pas du tout, même si la plupart de ceux qui s'opposent à nous le prétendent, mais par rapport à cela, on vit complètement en paix. C'est la raison pour laquelle je pense on peut, depuis presque 30 ans, mener ce combat sans trop être détruits nous-mêmes. Oui, mais la quête de justice, en fait, c'est que les gens ils croient qu'on est vraiment des têtes brûlées, qu'on est des haineux, qu'on est tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux n'ont rien à voir. En fait, si vous êtes dans une quête de justice, vous n'avez pas de place pour autre chose. Vous n'avez pas de place pour cette haine, pour cette des revanchards. Non, on est tellement occupé et il faut vraiment respecter la justice. La quête de justice, nous sommes des quêteurs. Et là, c'est comme un chemin, c'est comme un ça nous, enfin c'est pas que ça nous oblige, oui, on doit garder ce chemin-là. Si on commence à s'écarter dans autre chose, on va pas avancer. On n'a pas le temps pour haïr. Pourquoi? Et ce qui est le plus bluffant dans tout ça, et je suis pas la seule à le dire et à s'en apercevoir. Vous arrivez dans un palais de justice, dans une cour d'assises, vous êtes assis avec votre compatriote. On se voit, on se regarde. Parfois, ils vous disent, on se dit même parfois bonjour. Vous vous rendez compte, quand vous connaissez le dossier comme nous, quand vous connaissez ce qu'ils ont commis, quand vous voyez l'ampleur des dégâts, et quand vous voyez que c'est un humain comme vous, et qui est là, qui cette fois-ci est dans une situation quand même de vulnérabilité. Mais moi, chaque fois, ça me fait mal. Comment un être humain, mon semblable, celui qui me ressemble, mon frère, moi c'est mon frère, comment est-ce possible en fait? On se pose, ça vous déstabilise quelque part. Alors, comment voulez-vous, la haine, il n'y en a pas. Mais en tout cas, il faut que justice passe et sanctions, c'est normal ce qui est des sanctions. Normal. Merci infiniment, Dafrosa et Alain Gauthier, d'être venus pour cette émission sur France 24. Merci beaucoup. À vous. Et merci à vous tous de votre attention. On se retrouve très vite. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Merci.